J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de votre émission Débat 24+. Une nouvelle aventure, une nouvelle semaine, une nouvelle approche d'analyse de la question électorale et celle sécuritaire. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux. L'honneur vraiment est pour moi de recevoir une fois de plus Jojo Mayele, analyste et politologue de formation, à qui j'ai dit merci et merci. Merci une fois de plus, bienvenue. Salut Monsieur Henri, grande ma joie de toujours participer à cette grande émission, Débat plus 24. Comme j'ai une grande joie, comme aussi grande votre média, comme aussi grand votre plateau en tout cas. Merci pour l'invitation. Je réitère mes salutations à mon estimé co-débatteur Monsieur Claude Ngoma, avec qui nous allons partager le plateau, avec qui nous allons naviguer dans les mondes des idées. Vous savez, pour un petit biscuit, nous sommes au soir du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'écouter certaines autorités qui ont travaillé du côté du président Tshisekedi. Et il s'avère très impérieux aujourd'hui de pouvoir citer quelques noms de ceux-là qui ont fait un bon travail. Parmi ceux-là qui ont fait un bon travail, je vois la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Vous savez, pas plus tard que les jeudis passés. Celle qui monte en puissance. Oui, les jeudis passés, le président de la République était dans la province du Lualaba pour inaugurer quelques infrastructures et l'aéroport aussi de Lualaba a été inauguré. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'une dame est en train de faire un travail. Vous savez, aujourd'hui, le Congo a besoin de ce travail-là, un travail ordonné, un travail bien et puis calme, sans pourtant que nous sentons l'odeur du détournement. Nous sentons en elle l'essence du patriotisme. Donc nous sommes en train de pouvoir jeter des fleurs à cette grande dame. Et il y a aussi une dame qui se démarque seulement dans cette lignée, Madame Yvette Angoussi, qui est aussi dans la province de Lualaba, qui avec Madame Yvette, avec Fifi Masuka, forme un certain duo de fer. Donc nous les félicitons, nous les encourageons de pouvoir servir le Congo ainsi, parce que nous avons besoin des personnes qui aiment le Congo et les Congolais. Il ne faudrait pas aimer le Congo, non aimer les Congolais. Donc c'est dans cette logique des choses que nous sommes en train de faire. Je pense que nous allons parler République et je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à vos différentes questions. Et notamment sur Internet, avec le média Scoop RDC, une comparaison entre Fifi Masuka et Jantini Ngobila, là-bas zéro dette à Kinshasa, plus de millions de milliards d'endettement, la province qui s'endette. Une fois de plus, grande ma joie de recevoir sur ce plateau M. Claude Ngoma, il est cadre du parti politique Nouvel Élan, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci beaucoup, cher Henri. Également, je réitère cette salutation à mon estimé patriote, qui j'ai l'honneur de débattre aujourd'hui avec lui. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que aujourd'hui nous sommes en plein cycle démocratique et la démocratie veut aussi qu'il y ait échange des idées et qu'il y ait débat des idées, et aujourd'hui nous allons entrechoquer les idées pour que la République puisse gagner. Et aussi il faut comprendre qu'aujourd'hui la RDC est dans une crise terrible sans précédent où vous avez le nombre galopant de chômage, il y a la souffrance. Quand je prends le programme, le rapport de PNUD publié en 2022, vous verrez que 47 millions de Congolais sont sous-alimentés, sont en besoin d'alimentation et 50% sont
essentiellement des enfants. Et donc, il y a de sérieux problèmes. Et aujourd'hui, quand vous prenez la pression sociale des Congolais, est en train d'augmenter. Il n'y a pas même pouvoir d'achat. Et donc, nous pensons qu'avec nos idées, nous devons réorganiser l'État et donner une nouvelle souffle à cette République qui nous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux amis qui nous suivent en ligne sur YouTube, Facebook, TNT Blue 7. Merci de nous faire parvenir vos questions. Nous allons vous faire les devoirs de répondre à vos questions. Clôture du BRTC, clôture de cette période où plusieurs candidats, présidents ont déposé leur candidature. La CENI a fermé les bureaux. Comment jugez-vous cette période? Je commence avec vous, monsieur Jojo Maele. Je pense que c'est d'abord un moment réussi. Félicitations à la CENI, à cet organe qui a organisé les choses exclusivement pour la tautologie. Je pense qu'il s'avère très nécessité que lorsque nous arrivons à la veille du cycle, à la veille d'un grand combat électoral, que chaque Congolais qui se sent capable de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice ou de pouvoir diriger la chose publique, de pouvoir postuler, parce que cela relève aussi de la démocratie. Cette ouverture dans les méandres étatiques, ça relève de la démocratie. Je pense que c'est une période, c'est un exercice réussi du côté de la CENI. Nous n'avons pas eu d'incident au regard peut-être des cycles antérieurs. Et je pense qu'il y a eu si ce n'est pas 23, 24 personnes qui ont postulé. Et nous, de l'Union Sacrée, nous avons concentré nos énergies, nos forces, nos stratégies sur une seule personne qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais si nous faisons 23 moins 1, il restera 22. Les autres 22 proviennent, si je m'abuse, de l'opposition. Donc, d'une manière prospective, cela va préfigurer déjà la défaite de l'opposition, parce que dans la numérique électorale, lorsqu'il y aura dispatching des voix, nous on va concentrer nos voix sur une personne qui est Félix Antoine Tshisekedi, et les autres personnes vont dispatcher leurs voix sur la personne des messieurs, la personne des différents candidats qui ont postulé. Et je pense aussi, si nous allons aussi d'une manière très approfondie aussi, il faudrait voir l'aspect ancrage politique, l'aspect poids politique, l'aspect alliance, parce qu'il s'est dit dans les salons politiques qu'il faudrait que l'opposition se concerte pour une candidature commune. Ça, c'est encore très hypothétique au regard des velléités qu'a chaque politicien au sein de l'opposition. Donc je pense que actuellement nous nous sommes figés au combat et à la victoire de M. Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsque nous parlons de la victoire de M. Tshisekedi, diraient que nous préfigurons une certaine tricherie. Non, on ne préfigure pas une tricherie au regard de ce que nous avons comme sur terrain. En sciences politiques, on appelle ça la prospective politique. Dans la prospective politique, on analyse des faits futurologiques par rapport aux éléments qui sont sur terrain, des éléments que nous avons sur terrain, et au regard de ces éléments, Félix Antoine Tshisekedi part gagnant, parce qu'aujourd'hui, M. Fayulu d'hier n'est pas M. Fayulu d'aujourd'hui, discrédité par sa manière de faire les choses. Là, c'est vous qui le dites. Ben oui. C'est pas l'avis que partagerait ses adeptes. Oui, exactement. Et je pense que ces adeptes ont compris. Il renferme la confiance de la population. Merci beaucoup parce que vous avez... Confiance du peuple. Merci beaucoup parce que vous avez dit population. Comme c'est la population, malheureusement, je sais que dans un combat électoral, la population ne vote pas. C'est le peuple qui vote. Très bien. On renferme la confiance des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Sénégalais, des Juifs. Je comprends. Je ne comprends pas cette insinuation que vous faites là avec les Libanais et les autres. Non, parce que vous parlez de la population. Non? Très bien, souffrez. Monsieur Claude Ngoma, on a vu plus d'une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que cet empressement démontre la soif qu'a la population d'avoir les élections? Non, je ne vois pas ça dans cette optique. Ici, je comprends que c'est les ambitions des uns et des autres, et nous sommes en démocratie. Il faut accepter les ambitions des uns et des autres, de pouvoir postuler pour briguer la magistrature suprême. Et bonne chance à tous. Mais ici, je comprends que la CENI est allée forcer un peu les choses, est allée un peu en forcing. Pourquoi cette CENI n'a pas tenu compte de toutes les observations soulevées par l'opposition? Et donc la CENI a choisi de foncer, et nous fonçons avec lui dans de mêmes conditions. Voyez-vous? Mais ici, quand nous listons les candidats présidents de la République aux élections
présidentielle du 20 décembre 2023. Ils sont au nombre de 22 ou 23. Mais au moins, parmi eux, il n'y a personne qui donne l'alternative. Il n'y a personne qui détient l'alternative si ce n'est que Mosito. Comment Mosito détient-il l'alternative? Non, Mosito, dans pas mal de tribunes, il a mis ses idées sur la place publique. À chaque crise qui frappe de plein fouet notre pays, je commence par la crise sécuritaire. Monsieur Adolphe Mosito a proposé de faire la guerre avec le Rwanda, construire un mur de 70 km avec le Rwanda, parce qu'il faut comprendre que la distance qui nous sépare avec le Rwanda, c'est 170 km. Et quand vous prenez lac Kivu, ça vous prend 80 km. Et puis les collines, donc là où il faut construire le mur, il y a une distance de 70 km. Donc ça, c'est la réelle politique. Vous voyez? Et il vous dit, voilà qu'avec le budget national, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde a un budget qui a permis à notre pays d'atteindre le seuil de souveraineté. Un budget de 10 milliards de dollars. Vous voyez, parce qu'ils disent 16 milliards, mais ce n'est pas 16 milliards de dollars. En réalité, c'est 10 milliards de dollars que la République va mobiliser en ressources propres. Les 6 milliards restants, ça sera mobilisé en ressources externes. Très souvent, ça ne vient pas. Mais ici, nous reprochons à ces gouvernements la clé de répartition. Et donc, pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser la tendance. Au lieu de donner 10% de ces budgets à l'armée, pour que l'armée ait au moins un budget d'1 milliard, nous avons proposé 20%. Vous voyez, comme ça, l'armée aura un budget de 2 milliards de dollars qui est amplement suffisant pour soutenir la guerre, pour faire la guerre et surtout pour doter à notre armée une logistique adaptée aux réalités sur terrain, aux réalités de guerre sur terrain. Voyez-vous, ça, ce sont des alternatives. Face à la crise, aujourd'hui, nous avons un problème. C'est Adolphe Mosito qui a dit la titrisation des terres. Voyez, et ça, c'est une innovation. Mais prenez les autres, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ne proposent absolument rien. Il y a Matata Pogno qui va vous dire qu'il faut renouer avec le futur. Mais monsieur a oublié de nous dire il faut renouer avec le futur. À partir de quel moment? Vous voyez, en fait, grosso modo, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire quoi? Que parmi les 23 ou les 24 candidats présidents de la République, c'est à ce moment ici que nous devons assister à des débats d'idées. Il y a des candidats de rupture. Les candidats de rupture, oui, mais il ne suffirait pas de nous dire comme ça, candidats de rupture. Il faut nous dire rupture en quoi? Rupture dans quel secteur? Voyez-vous, il y a M. Mukwege, prix Nobel de la paix, qui vient nous dire, voilà, pour lui, c'est la sécurité. Mais comment? L'approche, c'est comment? Quelles sont les politiques publiques à mettre en musique? Et quelles sont les priorités que M. Mukwege attend mettre en place comme des priorités des politiques publiques à mettre en musique pour sortir le pays de cette insécurité? Vous voyez? Et il y a mon estimé confrère Delis Sanga qui lui dit la refondation de l'État. Ouais. Même lui aussi, il est en perte de vitesse parce que l'État est là, on ne peut pas refonder l'État. L'État, on doit réorganiser l'État. Voyez-vous? Et donc, c'est là où moi j'ai dit aujourd'hui, la classe politique est médiocre. La classe politique congolaise est médiocre. En ce moment, si nous étions dans un pays des hommes normaux, c'est une année avant la convocation du corps électoral, chaque président, chaque candidat président de la République devrait déjà mettre ses idées sur la place publique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Êtes-vous content du travail qui est fait jusqu'ici par la CENI, au-delà du fait qu'elle n'a pas rencontré les revendications de l'opposition? Bon, je suis content du bon déroulement. En partie, pourquoi? Parce que les observations soulevées par l'opposition, cette CENI ne l'a pas prise en compte. Mais je suis à 50% satisfait. Pourquoi? Parce que les opérations de dépôt des candidatures s'est passé avec toute quiétude. C'est vrai qu'il y a des tensions qui montent ici et là, mais c'est mineur. Vous voyez? Mais grosso modo, je comprends que cette CENI est décidée de faire
Donc voilà son boulot. Mais il appartient au gouvernement de décaisser les moyens et de mettre les moyens de définir un plan de décaissement de fonds, justement pour donner à cette CENI le moyen de sa politique. Très bien. Voilà. Monsieur Diomaye, vous êtes en train de hocher la tête. Avez-vous une réaction par rapport à l'intervention de Monsieur Claude? Oui, exactement. Je vais un peu poser quelques qualitatives sur ce que M. Claude a dit. Je pense qu'il est parti dans une bonne démarche. Cette démarche de pouvoir traiter les fonds de chaque slogan ou de chaque candidat sur une certaine vision qu'il aurait sur la gestion de la chose publique dans le futur. Mais je pense que je vais commencer par M. Mouzitou, qui est son leader, que je respecte beaucoup. Mais lorsqu'il parle de la question de la guerre, je pense que faire la guerre, ce n'est pas une proposition qui est novice ou spécifique au Nouvel Élan. Non, faire la guerre, je pense que cela dégénère d'un État à un autre. Et puis, faire la guerre, c'est constitutionnel. Lorsque vous lisez l'article 86, on vous montre que le chef de l'État, lorsqu'il consulte le Conseil des ministres, il va consulter les deux chambres, il peut déclarer la guerre. Donc, ce n'est pas... Mais aussi, il parle de la construction d'un mur. La construction d'un mur, je veux en comme le mur de Berlin. Avec la nouvelle technologie actuellement, la construction d'un mur ne serait pas plutôt, je mets au conditionnel, une alternative efficace. Parce que nous savons comment est-ce qu'aujourd'hui la guerre ou les infiltrations marchent. On peut vous infiltrer, on peut vous injecter des choses, des bombes, tout ça. Donc je pense que la construction des murs serait quelque chose pour garantir la territorialité, oui. L'aspect physique de la terre, oui. Mais pour terminer la guerre, je dis non, ce n'est pas une alternative efficace. Ce que j'aimerais au Nouvel Élan, qu'il nous apporte des mécanismes spécifiques sur la question sécuritaire. Très bien. Des choses novices que nous n'avons pas vues. Parce que, vous savez, lorsqu'on veut concourir à la conquête du pouvoir, c'est toujours des choses novices qu'on apporte. Ça signifie que ce que l'autre a fait, nous n'avons pas aimé et nous devons porter une certaine touche. Et cette touche doit être spécifique à nous. C'est ce que Nouvel Élan doit nous apporter. Lorsqu'ils disent la construction d'un mur, je pense que c'est de la généralité. La construction, faire la guerre, c'est la généralité. Alors, une autre question, lorsqu'on parle... J'ai aimé ce que M. Claude Ngoma a dit. Lorsqu'il parle, je pense que c'est l'un des candidats qui a parlé de la rupture et l'autre a parlé de la reconstruction, la refondation de l'État. Je pense que le concept n'est pas approprié. Parce qu'on refonde quelque chose qui a été détruit. Nous ne sommes pas dans un État qui est détruit. Je pense que ceux qui ont les yeux politologiques pour voir, ils savent que dans la dimension institutionnelle, l'État existe. Et dans la dimension primaire d'un État, où on parle d'un État dans sa dimension matérielle, l'État existe. Et dans la dimension organisationnelle aussi, l'État existe. Et je pense que même dans la dimension sociologique ou anthropologique, elle existe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cet État-là? Il faut apporter des touches qualitatives où on restructure l'appareil de l'État. Parce que dans cet État, dans une dimension structuro-fonctionnelle, il y a un dysfonctionnement. Et les dysfonctionnements qui apportent des entorses, des anomalies, et il faut restructurer. Et on restructure avec la ressource humaine, on restructure avec des idées novices. Je pense que c'est dans cette logique qu'il faudrait dire. La logique de la rupture. Et je pense que la logique de la rupture ne colle pas avec la démocratie. Parce que dans la rupture, vous allez comprendre que d'une manière politologique aussi, on tend vers la révolution. Parce que dans la rupture, c'est que on laisse tous les mécanismes démocratiques. On vient avec mécanismes empiriques, on peut les dire. Voilà, on vient avec des mécanismes aujourd'hui que moi j'appelle des mécanismes anachroniques, erronés, qu'on ne peut plus utiliser. Parce que dans la rupture, ce sont des armes. Dans la rupture, c'est les renversements constitutionnels. Et je ne pense pas qu'on doit rompre. Parce que dans la rupture, c'est comme écraser. Ceux qui font l'informatique, on écrase tout ce qui était dans le passé, on recommence quelque chose de nouveau. Très bien. C'est ça la rupture. Or, l'État congolais n'a pas besoin de rupture. L'État congolais actuellement a besoin de la reconstruction, a besoin de la restructuration. La restructuration, c'est apporter une touche qualitative. Et nous, avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons débuté cette restructuration. Je pense que vous allez nous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Mais dans 5 ans avec Félix-Antoine Tshisekedi, on ne pouvait pas tout faire. Au Congo, tout était urgence. Il fallait commencer à apporter certaines touches qualitatives, apporter certaines touches qualitatives dans la gestion de la chose publique, la distinction des biens publics et des biens de l'État, restructurer les appareils ou les instances de gestion pour permettre à ce que la judiciaire de l'État soit remplie financièrement. Je pense qu'il y a beaucoup à faire et même dans le domaine éducationnel, je pense que nous parlons de ça dans les coulisses. Il faudrait vraiment apporter une touche qualitative pour asseoir l'homme congolais. Parce que dans une société
l'acteur principal, c'est l'homme. Si l'homme n'est pas assis dans cette société, la société sera perverse. Très bien, on va y revenir. Je reviens vers vous, M. Claude Ngoma. Je sais que vous allez réagir à l'intervention de M. Joe Maele sur la rupture, la restructuration. Alors, ma question est celle de savoir, lors de la convocation de cadre de concertation de M. Kadima avec les différentes parties prenantes, il a évoqué la question de l'enrôlement dans les territoires, notamment Kwamuntu, Masisi, Rutshuru. Est-ce que vous croyez à cette promesse au mois d'octobre? Est-ce que vous croyez? Oui, j'arrive, mais laissez-moi un peu rencontrer Joe Maele sur ce qu'il venait de poser ici comme principe, et en disant que Mosito n'a pas donné des idées spécifiques. Que nous trouve du concret, un mécanisme concret, précis. Quand on a dit il faut faire la guerre, mais il y a c'est général. Là, c'est de façon générale. Mais faire la guerre, c'est comment? Nous avons posé les préalables. D'abord, l'audit de notre armée. Notre armée mérite à être assainie, auditée, assainie et enfin recrutée. Ça, c'est au niveau de l'armée. Faire la guerre, il faut une bonne finance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir la base matérielle de l'État, l'assiette de l'État. C'est comme ça que nous avons dit, il faut ramener le budget de l'État, le budget de l'armée à 2 milliards de dollars. Voyez-vous, ça sont des conditionnalités. Ce n'est pas du coup faire la guerre, vous déclarez faire la guerre, mais sans que vous ne posiez les préalables. Voyez-vous, parce que la guerre, quand on commence, on sait, mais quand ça prendra fin, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment que vous ayez de bonnes finances pour que vous puissiez tenir bien cette guerre et surtout les remporter. Et quand mon ami dit il refuse la construction de murs, mais cette construction de murs va permettre à ce que nous puissions contrôler les flux migratoires. Vous voyez, ce n'est pas construire une mer séparée. Non, on va laisser une petite passerelle où on va contrôler les flux migratoires. Vous entrez pour faire quoi? Vous sortez, vous avez entré pour quel jour? Tous les papiers seront là. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. Alors, je reviens à votre question s'agissant de ces fameux cadres de concertation qu'a tenu M. Denis Kadima, en assurant qu'il y aura au mois d'octobre ici les enrôlements dans le territoire de Kwamuntu, Masisi, Rutshuru. Mais ça, c'est une bourde, c'est une violation même à la Constitution, à son article 105. Tenez, mon cher ami, le 500 sièges est consacré par la Constitution à son article 105. Et que quand aujourd'hui, M. Denis Kadima boucle les enrôlements et que le fichier est audité, nous avons, sur fond de ces fichiers audités, nous avons la loi sur la répartition des sièges. Mais comment il peut encore continuer aux enrôlements dans les 3 territoires cités? Sinon, les 3 territoires cités, ça va constituer un second fichier électoral. Et on sera encore obligé d'auditer le fichier électoral. Et quand on va auditer ces fichiers électoraux de ces 3 territoires, il y aura quoi? On va maintenant faire ce que nous appelons la consolidation de ces 2 fichiers. Et là, maintenant, ça va nous envoyer encore à retoucher la loi sur la répartition des sièges pour les 3 territoires. Parce que, retenez, Kadima a donné, donc la CENI, je vais dire, la CENI a donné le nombre de sièges à ces 3 territoires par rapport à la loi de répartition des sièges de 2018. Voyez-vous? Or, ça, c'est une entorse. C'est une entorse. Très bien. Ça, c'est une entorse. Les sièges, le nombre de sièges est alloué au prorata des enrôlés. Voyez-vous? Et donc, ici, moi, je comprends que si une fois M. Denis Kadima lançait les enrôlements dans les 3 territoires, Masisi, Rutshuru, Kwamuntu, il y aura un deuxième fichier électoral qui va nécessiter l'audit, le nettoyage, et après, il y aura maintenant consolidation de ces 2 fichiers pour qu'enfin nous ayons un fichier électoral consolidé. On va tenir la CENI au mot par rapport à cette promesse d'enrôler la population se trouvant dans les 3 territoires. Je veux redonner la parole à M. Joe Maele. Comme vous le savez, le chef de l'État a posé sa candidature. Il est accompagné par tous les membres de l'Union Sacrée. On va suivre cet élément juste après. J'aurai une question pour mes 2 invités. Suivant. J'invite simplement nos compatriotes à continuer le combat. Parce que rappelez-vous, en 2018,
au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi. Mais également, j'oublie pas, je ne veux pas faire de jaloux, le gouverneur qui a voulu aussi faire pour dire que si on a un coaching qu'il faut, eh ben, on aura des prestateurs de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, les candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Merci à Jean-Luc Tshibangou, Manasseh Singhi pour cet élément. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24+. Aujourd'hui, nous abordons la problématique de l'évolution du processus électoral après la clôture de BRTC par la CENI en ce qui concerne l'élection présidentielle. Et là, vous venez de suivre, le dépôt de candidature par le chef de l'État. Et sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir M. Claude Ngoma. Il est cadre du parti politique Nouvel Élan, mais aussi Jojo Maïlé, politologue de formation. Voilà, nous sommes en train d'analyser cette problématique. Je reviens vers vous, monsieur Claude Ngoma. L'opposition s'en va en ordre dispersé. Va-t-elle être en mesure de battre Félix Tshisekedi, qui semble, jusqu'à preuve du contraire, avoir la majorité de toutes les plateformes politiques? Oui, mais écoutez, l'opposition en RDC, elle a été toujours plurielle.
Voyez-vous? Mais ici, c'est la guerre des idées. Qu'est-ce que M. Félix Antoine Tshilombo propose en termes des idées? Qu'est-ce qu'il propose? Vous l'avez bien suivi en sortant de la CNI, là où il est allé déposer sa candidature. Qu'est-ce qu'il a tenu comme discours? Rien de bon. Vous avez un président de la République qui est resté dans les sensations. Non, c'est vous qui le dites qui n'a rien Non, je dit, vais non. vous dire. Il fallait d'abord, pour le président de la République et nos amis de l'Union dite sacrée, nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 5 ans. J'ai en face de moi un ami de l'Union dite sacrée qui nous disent sur ces plateaux, sur 5 ans, quels sont ou qu'est-ce qui a été retenu comme priorité pour M. Félix Antoine Tshilombo? Rien. Et monsieur vous félicite la réalisation d'une gouverneure de province, alors que ça, ce n'est que Kolwezi, une partie, aller à Sandoa. Mais non, ça se vendre du vent aux Congolais. Moi, j'aurais plus voulu encore que monsieur le président nous brosse ces grandes lignes, ces priorités. Mais il n'est pas parti il n'est pas allé dans ce sens. Nous avons aujourd'hui l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays. Qu'est-ce que M. Félix dit par rapport à cette crise? Aujourd'hui, moi, je félicite les Ouazalendo, qui par le passé, ils ont été massacrés par la garde républicaine. Mais aujourd'hui, qui aujourd'hui joue un rôle important. Ils jouent un rôle important. À la défense citoyenne. Voyez-vous? Et que Monsieur le Président devait nous donner les grandes lignes de ses politiques publiques. Parce qu'à un certain moment, si vous êtes dans la vie politique comme dirigeant, vous devez savoir implémenter un certain nombre de politiques publiques en termes prioritaires pour donner des solutions aux problèmes de base de vos concitoyens. Quand Monsieur le Président nous dit la révolution... La renaissance. Non, il ne dit même pas la renaissance par rapport à l'agriculture. Une politique agricole, tout ça, je ne vois pas. La question, moi, je pose à Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre agriculture est-elle industrialisée? Non. Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à importer le maïs, le riz. Alors qu'ils nous disent dans sa politique liée à l'agriculture, qu'est-ce qu'il a réalisé? Écoutez, c'est comme ça que tout à l'heure je venais de dire tantôt, que nous devons avoir des idées, nous devons assister au débat des idées. Ici, l'ère n'est plus aux personnalités. Très bien. C'est les idées que nous devons voir. Voyez-vous? Et que, quand je vois le 23, tout à l'heure, j'ai aimé mon estimé, Joe Mayele, mon estimé confrère, quand il a dit rupture. Mais ça veut dire quoi? Voyez-vous? Même Matata qui vous dit renouer avec le futur. Mais il doit nous dire renouer avec le futur à partir de quel moment? Est-ce à partir de 60 ou est-ce à partir du moment où il était Premier ministre? Encore qu'il doit nous dire il avait trouvé l'État le pays dans quel État et lui l'a laissé dans quel État pour renouer avec le futur. Vous voyez? Donc c'est les idées. Nous, au sein de Nouvel Élan, nous prenons les idées. Pourquoi? Tout simplement parce que nous pensons que nos idées sont sérieuses et sur le fond des idées que nous allons construire notre pays. Très bien. Et alors, pour chuter, je reviens encore pour dire, nos amis de l'Union dite sacrée, il n'y a pas un débat de fond autour de la gouvernance. Tout ce qui les concerne, c'est donner un second mandat au président de la République, Fachi Béton. Afin de parachever les projets déjà entamés. Mais quel projet? Quel projet? Quelle vision? On ne devient pas président de la République pour gérer, pour avoir un mandat écourté de 5 ans. On devient président de la République justement pour amener de grands travaux, de grands projets. Très bien. De 15, 20, 30 ans. Et ça, la seule en dynamique aujourd'hui, c'est Mozito, qui y a un programme calé de 50 ans, voire même la densité de notre population. D'ici 50 ans, nous allons atteindre 250 millions de Congolais. Très bien. Au sein de l'Union sacrée, M. Félix Antoine Tshilombo, a-t-il cette idée? A-t-il cette vision? Voilà que nous avons des gens qui veulent gérer ces pays sur un mandat écourté de 5 ou 10 ans. Non. Très bien. Très bien. Sauf que je pose à votre co-débatteur, Joe Mayele, la question de savoir quelles sont vos priorités. Vous, de l'Union dite sacrée, on vous a qualifié des vendeurs des vents. Votre réaction? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Je ne pense pas. Je pense que M. Claude a réfléchi selon une certaine logique.
Nous aussi, nous réfléchissons certaines logiques, mais nous allons les rallier avec certains indicateurs. Pourquoi nous parlons de la réélection de M. Tshisekedi? Parce que nous sommes dans un combat électoral, des combats électoraux qui s'approchent. Nous avons un candidat et ce candidat doit être réélu. C'est pourquoi nous parlons de la réélection de M. Tshisekedi. Mais la réélection de M. Tshisekedi n'est pas une fatalité. Au-delà de la réélection de M. Tshisekedi, il y a des actions. Le débat est superficiel. Le débat est superficiel. Non, elle est superficielle. Sur la gouvernance. Oui, il est plutôt superficiel parce qu'il y a certaines personnes qui se limitent à la réélection de M. Tshisekedi, sans pourtant visualiser ou miroiter au commun des mortels qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait et qu'est-ce qu'il fera. Non, le débat n'est plus sur le culte de personnalité, Masuka, Fatulé. Non, nous ne sommes plus dans ça. Nous ne sommes plus dans ça. Alors, je vais vous donner quelques exemples ici. Vous savez, je parlais du finance de l'État. Alors, lorsque M. Tshisekedi arrive, ce sont des choses que nous avons vécues. Il y a eu un peu un brouhaha. Il y a eu des entorses entre la question du finance de l'État et la question du finance privée. Ça signifie qu'un acteur public pouvait mettre la main sur les finances de l'État sans pourtant qu'il y ait contrôle, sans pourtant qu'il y ait un audit sur la question du finance de l'État. M. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve cet aspect des choses. Il dit qu'avec cette logique de faire les choses, il n'y aurait pas moyen que la JBCA de l'État puisse être remplie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivifier, il faut restructurer les instances qui font qu'il y ait contrôle du finance de l'État. Ces instances-là, je sais que ça existait depuis longtemps. Par exemple, je parle de la Cour des comptes qui est une instance juridictionnelle. Nous parlons de l'IGF qui est une instance administrative parce que dans la dimension des contrôles, nous en avons 3. Administrative, politique et juridictionnelle. Dans la dimension politique, il faudrait pousser les législateurs que nous appelons les parlementaires de pouvoir faire le contrôle. Parce que lorsque vous lisez l'article 100, on vous dit qu'au-delà de légiférer, les parlementaires contrôlent l'action du gouvernement. Très bien. Alors, dans les mandats de M. Tshisekedi, nous avons vu cet aspect de choses, ces missions traditionnelles être respectées. Même pas à 100%, mais ces missions traditionnelles ont été respectées par les organes. Parce que là, lorsque je parle de ces missions traditionnelles, je veux directement rallier l'approche structuro-fonctionnelle. Parce que l'État doit fonctionner. L'État a des organes. Alors, chaque organe de l'État est affilié à certaines missions. Lorsque ces missions-là ne sont pas respectées, il y aura un dysfonctionnement. C'est dans cet aspect de choses que je vais amorcer encore. Il y a encore la question de l'armée. Je pense que M. Claude Ngoma l'a dit, mais ce sont des choses qui sont faites. Lorsqu'il parle de l'assainissement de l'armée, lorsqu'il parle de la restructuration du recrutement, durant les mandats de Félix Antoine Tshisekedi, ces choses n'ont pas été faites. Nous l'avons vu. Nous avons vu des jeunes. Nous avons vu même les présidents arriver jusqu'à Kitona. Les présidents de la République avoir une certaine proximité communicationnelle avec ces nouveaux recrues. Nous avons vu, nous et vous ici, comment est-ce que le régime de notification d'achat d'armes a été levé parce que c'était un handicap pour le Congo qui ne produit pas d'armes. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller au fond. Non, ce n'est pas suffisant, mais dans la restructuration, on commence à poser des pions. La restructuration, ça signifie là où il y avait des anomalies, il faudrait éradiquer ces anomalies et puis donner des remèdes. Parmi les anomalies, nous avons l'infiltration, brassage et mixage. Je pense que les parlements congolais l'année passée avaient donné une certaine recommandation au gouvernement que lorsque on va parler avec les M23, que les M23 ne puissent plus être brassés au sein de l'armée congolaise, une recommandation purement technique. Je pense que ce sont des choses louables. Aujourd'hui, nous avons connu, nous et vous, que les entreprises de l'État peuvent maximiser les recettes. Nous l'avons connu sous Tshisekedi. Ça, c'est pas une culte de personnalité, ce sont des faits palpables. Nous avons connu aujourd'hui un budget qui se gonfle, un budget pas digne de notre pays, mais un budget qui peut faire quelque chose. Parce que hier et aujourd'hui, 3 milliards et à peu près 16 ou 17 milliards, ce sont des choses différentes. Nous avons connu aujourd'hui la loi de programmation militaire, toujours dans l'aspect militaire. Il y a quelque chose qui m'a plu pendant les règnes de Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez, ça, il faut aller chez les relationnistes, ceux qui font les relations internationales. Lorsque une autorité suprême, qu'on appelle un chef de l'État, quitte sa nation pour arriver dans une autre nation, il faudrait qu'il y ait la sérénité dans cette nation-là. Il faudrait qu'il y ait quelques garanties.
Les émissaires vont aller pour voir s'il y a une sérénité. Et dans cet aspect des choses, le Congo a connu une certaine ouverture. Nous avons connu plusieurs plusieurs chefs d'État qui ont posé leurs pieds ici. Parmi ceux qui ont posé les pieds, j'aime bien l'avenir de M. Erdogan. Pourquoi? Parce que la Turquie dans le puzzle mondial a une place très importante politiquement, militairement, que ce soit touristiquement, a une place très importante. Il y a de cela un mois passé, le Congo était représenté par son autorité dans les carrés de Troie, où il y avait l'Indonésie, où il y avait le Brésil, où il y avait la République démocratique du Congo, pour le sort du monde. Le sort du monde, c'est l'environnement. Et le Congo est parmi aujourd'hui les pays qui font que le monde existe. Alors, au regard de ces faits, nous pensons que M. Tshisekedi a fait quelque chose. Parlons de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture industrialisée. Non, si je parle de l'agriculture industrialisée, je vais aller rapidement en besogne. Mais nous sommes dans le semi-industriel. Pourquoi? Pourquoi nous sommes dans cette migration vers l'industrialisation? L'industrialisation a beaucoup de caprices et beaucoup des exigences. Si je parle de l'industrialisation, c'est mentir en conscience, c'est mentir les scientifiques. Donc je vais terminer par là. Nous avons ce qu'on appelle les services nationaux. Avec les services nationaux, nous avons connu les personnes qu'on appelait les Koulouna hier, aujourd'hui qui sont des personnes très importantes dans l'agriculture. Il y a une vacation qui venait d'être envoyée en Afrique du Sud. Pour la formation. Pour manier des machines, ils sont de retour. Et les services nationaux, suivant les propos du général Kassongo, Kabuk, ils sont en train de maximiser leur récolte en fait d'atteindre 50 000 tonnes je crois l'an prochain. Je pense qu'avec tous ces aspects, mais c'est Tshisekedi a du crédit. Je sais que le Congo, je vous ai dit, c'était un pays, j'ai toujours donné cette métaphore, un pays comme un corps humain qui se trouverait avec des maladies très chroniques qu'il faudrait commencer à soigner. Dans les maladies chroniques, il faudrait voir qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui n'est pas vital. Et c'est dans cet aspect de choses que M. Tshisekedi a souffré. Nous sommes en train de chuter, souffrez. Que je vous pose cette question, vous l'avez peut-être appris. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie d'irrégularité dans la démarche du régime en place. L'opposition a dénoncé la sortie médiatique du chef de l'État à Bruxelles, disant qu'il fait une guerre contre tous les ennemis du pays. Vous l'avez suivi, ce même discours a été tenu au mois de juin à Mbujimayi, lors du jubilé d'argent de l'évêque de Mbujimayi. Mais au-delà de ça, il y a une personne qu'on peut qualifier aujourd'hui d'opposant, M. John Mumbi, un ancien inspecteur de FARDC, j'y arrive, qui s'attaque farouchement, frontalement au régime en place, dénonçant ce qu'il qualifie d'après ses propres mots, un régime de prédation. On va devoir suivre ces messieurs juste après, on revient sous les plateaux. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui aujourd'hui mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard.
Merci Mbana Sengui. Vous avez suivi l'ancien inspecteur de FARDC en exil politique John Numbi. Et ma question, la première, s'adresse à M. Joe Maïlé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la dénonciation de John Numbi, tribalisation, caporalisation du Parlement, est-ce que John Numbi nous avertit sur l'hécatombe qui peut arriver? Je pense que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi, un moment au Kasaï, il a parlé, je ne sais pas si c'était au Kasaï, entre Katanga, il a parlé des Bandoki. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'il y a ces Bandoki-là. Les Bandoki, moi j'appelle les ennemis de la République. Les sorciers en lingala. En lingala. Bandoki. Bandoki. Mais moi en français, je traduis par ceux qui sont ennemis de la République, ceux qui veulent déstabiliser l'élan démocratique et puis l'élan du développement de la République. Je pense que tout ce que M. John Numbi a dit, c'est pour plaire à l'opinion. Vous savez, lorsque une personne dégage un certain discours, il faudrait toujours l'analyser. Il parle sur base des émotifs et des sensationnels. Alors ces émotifs et les sensationnels sont toujours cadrés par rapport à certaines tendances idéologiques. M. Joe Maïlé, lorsqu'il parle, il parle sous tendance des émotifs et des sensationnels, cadrés dans l'union sacrée. Parce que je suis du pouvoir, je défends le pouvoir. Il arrive aussi, lorsque ceux qui sont de l'opposition parlent, ils parlent parce que c'est cadré de l'opposition. Vous savez, lorsqu'il lui parle, c'est un politique qui parle. Lorsque vous enlevez la voix, le corps, mais ce qu'il dit, n'a-t-il pas raison? Non, ce qu'il dit, ça ressort du politique. Parce que nous et vous, nous avons vu lorsque on a réquisitionné la maison de John Numbi, tout ce qui était sorti de sa maison, c'est pas une personne qui doit venir bomber les torses aux Congolais pour donner une certaine leçon morale aux Congolais. Moi, j'ai été avec un témoignage, j'étais avec un monsieur du PPRD, l'un des communicateurs qu'on venait d'arrêter au parquet général ici à Kinshasa. Je suis parti les rendre visite, je l'ai vu en bonne et due forme. Et il s'est même étonné comment un monsieur de l'Union sacrée venait les rendre visite, un communicateur. Donc je pense que tout ce qu'il est en train de dire... Mais il dit qu'il est inconscient. Ça c'est trop... Il est comme un monstre. C'est trop fort. Vous savez, dans tout ce que nous pouvons dire, il faudrait toujours rallier notre nature bantou. Nous sommes bantou et la personne du chef, c'est les bantous, c'est une personne qui est sacrée. On ne peut pas aller au-delà. Mais il dit que c'est comparable aujourd'hui à un pachyderme dans une poterie. Quand vous dites qu'une personne est inconsciente, c'est une personne qui perd ses sens. Donc c'est une personne qui ne peut pas gérer. Déjà, l'inconscience alliée à la folie. Comparant une personne qui est inconsciente d'une personne qui ne possède pas toutes ses capacités en place. Donc, je pense que M. John Numbi a tapé à côté. Très à côté. C'était pour déstabiliser l'élan électoral. C'était pour crédibiliser, je pense, que certains opposants. Parce que vous savez, dans les laboratoires politiques, ceux qui sont purement politiques les savent. Lorsqu'on entre dans ces laboratoires, on essaye même des communications, on essaye de voir quelle est la stratégie qui va marcher, que ce soit communicationnellement, que ce soit même dans les documents. Et je pense que c'était une stratégie communicationnelle pour déstabiliser nous qui sommes de l'Union sacrée, pour créer une certaine entorse au sein de la société. Je pense que M. John Numbi a tapé de côté. Très bien. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle ne se ressentent pas au sein de la société congolaise. Nous avançons et puis actuellement ce sont les élections. Merci. Et nous avançons en tout cas. Souffrez. Monsieur Claude Ngoma, John Numbi, un exilé politique, n'a-t-il pas raison dans tout ce qu'il a dénoncé, à votre avis? Bon, moi je vais vous dire, je reste patriote. John Numbi est allé sur l'axe politique. Et donc, c'est un discours teinté d'une forte dose politique. Mais ici, j'essaie un peu de rapprocher les deux déclarations de John Numbi et de Corneille Nangaa. Très bien. Qu'est-ce que les deux-là visent pour ces pays? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pourquoi seulement, dans cette période électorale, il y a Nangaa qui... pas mal nous bouche les oreilles avec des déclarations. Il y a John Numbi qui vient encore s'est rajouté dans le même camp que Nangaa. Tout ce que moi je peux dire, je demande au pouvoir, il y a les mécanismes de droit établis pour définir comment nous appelons ça, l'extradition. Très bien.
de nos deux compatriotes, comme ils veulent bien faire la politique. Tout ce qu'ils sont en train de dire comme discours menaçant la République, de venir se justifier ici. Très bien. Parce que John Numbi n'est pas un modèle. Il a été dans l'armée. Il sait qu'est-ce qu'il en a fait, quels sont les bévues qu'il a commis pendant qu'il était commandant au sein de nos forces armées. Il a des dossiers noirs. Et alors, très bien. Je demanderai tout simplement au gouvernement de mettre le moyen et tous les batteries en marche, d'utiliser les instruments juridiques, cette fois-là, pour demander l'extradition de nos deux compatriotes, Nanga et John Numbi, très bien. Venir s'expliquer ici, devant les cours et tribunaux. Nous sommes en train de chuter, nous sommes à la fin de notre émission, mais je vais poser une question à mes co-débatteurs, à mes invités. À vous, monsieur Claude Ngoma, vous avez dans une déclaration dénoncé une irrégularité qui entacherait la candidature de Martin Fayoulou. Est-ce que pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui motive votre démarche? Non, je vous demandez au président du BRTC Gombe et au président de la Cour constitutionnelle de déclasser, de rejeter la candidature de Martin Fayoulou. Oui, tout simplement parce que en politique, il faut être respectueux des textes et les lois de la République. Et ici, par principe, je ne vois pas comment cette candidature de M. Martin Fayoulou à la présidentielle du 20 décembre 2023 être entérinée par la Cour, voire même confirmée par le bureau du BRTC, tout simplement parce que Lamouka Bar Fayoulou, ou soit Lamouka, n'est pas repris sur la liste des 66 regroupements autorisés, 66 regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. Ce qui vient relancer les débats. Oui, donc moi je viens justement relancer les débats. Il n'y a personne derrière moi, même mon autorité morale ne connaît même pas cette question. Et moi j'ai vu sur la liste qu'affichait la CNI, les candidats présidents de la République ont déposé. Je vis cette liste et quelque part je jetais un coup d'œil, je vois Martin Fayoulou, candidat pour le compte de Lamouka Bar Fayoulou. Je dis c'est une tricherie. Et donc ici moi je viens de relancer les débats, quitte au président du BRTC CNI parce qu'il a été, il leur avait été transmise la liste des regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. Donc c'est le débat que moi je mis sur la place publique. Merci beaucoup. L'intellectuel peut y réfléchir. Je suis dans mon rôle en tant que politique, je ne perds de rien, mais seulement je dis, si cette candidature est tout simplement confirmée par la Cour constitutionnelle, moi je vais saisir la Cour constitutionnelle par une requête en annulation et invalidation de cette candidature. Tout simplement pourquoi? Parce que Lamouka c'est comme l'union sacrée. Lamouka, même à son temps en 2018, Lamouka n'a jamais aligné des candidats. Mouzit était candidat, et qu'est-ce que je dis? Monsieur Martin Fayoulou était candidat pour le compte de la dynamique de l'opposition. Il n'était pas porté par Lamouka. Et aujourd'hui, nous qualifions cet acte d'une tricherie, tout simplement parce que Lamouka ne se figure pas, n'est même pas repris sur la liste des 66 regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC par le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, monsieur Claude Ngoma. Merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Noumaël, je ne vous pose pas une question liée à Martin Fayoulou, à l'irrégularité de sa candidature, mais je voudrais venir avec vous sur la dénonciation de John Numbi, Corneille Nanga. Comment entrevoyez-vous l'issue du procès électoral? Je pense que je vais rapidement revenir 20 secondes sur ce que M. Claude a dit. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est une question de fond lorsqu'on est en train de traiter les candidatures pour voir si M. Fayoulou est porté par quel label politique. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, il faudrait se dire, il faudrait donner la contexture de chaque label politique. Dans les labels politiques, c'est qu'admet la loi électorale, ce n'est que les partis politiques ou les regroupements politiques. Alors il faudrait maintenant définir le cadre par lesquels M. Martin Fayoulou a postulé. Je pense que cela relève, vous savez, à chaque niveau de la société, il y a toujours des réflexions. Il y a des réflexions dont les intellectuels doivent faire, il y a des réflexions dont les scientifiques doivent faire, il y a des réflexions dont les communs des mortels. Martin Fayoulou risque gros? Il risque gros. Oui, il risque gros parce qu'il faudrait se dire, c'est quel label qui porte M. Fayoulou? À moins qu'il possède en tant qu'indépendant. À moins, mais s'il ne
il ne postulerait pas en tant qu'indépendant, ça signifie qu'il est porté par un label, et un label qui serait irreconnu par le pouvoir au niveau public. du ministère intérieur aussi. Donc ça serait l'invalidation. Très bien. Revenons à la question. Comment travaillez-vous dessus? Je pense que avec la dénonciation de Nanga et John Numbi. Je pense que M. Claude Ngoma l'a dit avec d'autres vocabulaires, je l'ai dit aussi avec d'autres vocabulaires, mais nous naviguons dans le même sillage. C'est que il y a des sensationnels et des émotifs qui poussent ces personnes-là. Ils sont teintés d'une certaine participation quelconque. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez faire les combats politiques, si vous voulez venir dans les champs politiques comme être un politicien, il est interdit, il ne vous est pas interdit. Il faudrait avoir 18 ans, il faudrait jouir de ses droits, venir faire le combat politique. Mais je pense que ces personnes qui sont à l'extérieur, aujourd'hui, ils veulent manipuler l'opinion. Et le peuple congolais, chaque jour, est en train de maturer. M. Nanga était une personne très importante dans ces pays. M. John Numbi était une personne très importante dans ces pays. Il faut se poser les questions, quels sont les rendements de ces deux personnes-là? Ils ont géré les pays d'une manière ou d'une autre. Ouais. Nous avons vu, nous et vous, depuis quand dans la maison d'un officier supérieur de l'État, il faudrait voir des kits médicaux. C'est depuis quand? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il faut se poser des questions. M. Nanga n'a pas une leçon morale à donner au pouvoir en place, ni M. John Numbi. Déjà, dans sa qualité d'officier supérieur, dans sa qualité, je ne sais pas s'il a quelle qualité, bon, dans sa qualité de citoyen congolais, bon, d'un agent de la police, tout simplement, il ne peut pas parler des questions politiques. Parce qu'il est interdit à un militaire, un policier de parler. Très bien. En français, on appelle ça, il est apolitique. Je pense qu'il a brisé les jougs. C'est pourquoi j'ai dit, comme il veut porter les gants pour venir combattre, qu'il vienne. Mais il doit renoncer. Je pense qu'à l'armée aussi, on renonce. Oui. Merci. Il doit renoncer, il vient. Mais je pense que M. Nanga, aujourd'hui, personne n'a interdit. Vous savez que lorsqu'il est sorti, il a dit qu'on les menaçait, on les faisait. Mais rien du tout. Pourquoi les gens veulent se victimiser? Quand on est faible d'esprit, on cherche des faux fouillants pour charger le pouvoir en place. Merci beaucoup. Nous partons aux élections. Ouais. Nouvel élan est témoin de ces processus électoraux. M. Sessanga est témoin. Mais je vais être témoin pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ils sont là pour m'électorer. Merci. Nouvel est témoin. C'est la fin. M. Moussi, tu vas compétir. M. Sessanga va compétir. Merci. Souffrez que l'on vous n'allez pas dire le contraire à M. Denis Mukwege. Merci beaucoup. Parce qu'il va compétir. Merci M. Claude Ngoma, cadre du parti politique Nouvel Élan. Merci Joe Maïlé, politologue de formation, analyste des questions politiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.